Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau grand JT de l'éducation. Tout de suite pour commencer, voici le sommaire. Et notre question du jour consacrée à la formation des enseignants. Comment faire pour l'améliorer? Comment donner envie de devenir prof? On en débat dans un instant avec nos invités. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'une méthode pour améliorer le niveau en orthographe des élèves et pour mieux accompagner les enfants atteints de dysorthographie. Sa créatrice sera avec nous sur ce plateau. Enfin, comme chaque jour, nous retrouverons Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier en compagnie de son invité cette semaine, c'est April Benayoum. Mais d'abord, c'est l'actu en bref, c'est maintenant et c'est avec Emma Guessel. Bonjour Emma. Bonjour Mickaël. Et on commence avec une bonne nouvelle. Et oui, souvenez-vous, je vous annonçais lundi que le masque n'était plus obligatoire à la récré. Eh bien, il ne sera plus non plus obligatoire dans les salles de classe également, et ce à partir du 14 mars. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean Castex, qui a également confirmé la fin du pass vaccinal. Le masque reste obligatoire uniquement dans les transports. Dans le reste de l'actualité, une attaque informatique a impacté plusieurs lycées d'Île-de-France. Et oui, une attaque informatique qui a affecté l'utilisation de l'espace numérique de travail des lycéens, ce qu'on appelle l'ENT. La panne a concerné 300 000 utilisateurs et une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. La région Île-de-France assure que le compte qui est à l'origine de l'attaque a été identifié et bloqué. Emma, les jeunes demandent à être mieux formés à l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et oui, selon les résultats d'une enquête du Haut Conseil à l'égalité, les 17-19 ans ont mieux conscience des inégalités de genre, mais restent désarmés face au harcèlement et aux violences. Les 2/3 des filles interrogées et la moitié des garçons interrogés affirment que les sujets de harcèlement et de violence ne sont pas assez évoqués au cours de leur scolarité. Et on termine avec un anniversaire. Et oui, ce sont les 50 ans des BAFA. Vous savez, ce diplôme qui permet de devenir animateur auprès des jeunes. 50 ans que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fêté avec des enfants. Le BAFA est plus important que jamais pour encadrer les enfants et donner aux jeunes des responsabilités, a-t-il affirmé. Pour devenir animateur de colo, notamment, voilà, c'est ça. Mais oui. Bah oui. Vive les colos. Merci Emma. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors que le métier d'enseignant semble de moins en moins attractif, nous nous concentrons aujourd'hui sur la formation des profs. Comment faire pour l'améliorer? Comment donner envie de devenir prof? On en parle dès maintenant avec nos invités. Et pour tenter de répondre à cette question du jour, Emma Guessel est restée à mes côtés en plateau. J'accueille Didier Delinière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier. À vos côtés également Sébastien Vieille, responsable du SNALC à la pédagogie. Le SNALC, c'est le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Déjà, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, à cette question, comment mieux former les profs? C'est une vaste question, mais tout d'abord, pour tous ceux qui nous regardent, comment devient-on prof aujourd'hui? Sébastien Vieille, peut-être. Oui. Écoutez, c'est assez simple en fait. On a 2 années d'études suite à une licence dans un certain domaine. Et durant ces 2 années d'études, on prépare un master et on prépare aussi le concours. Ce qui, nous pose problème, le parallèle entre les deux. Quel diplôme est-ce qu'il faut exactement? C'est Bac+5, c'est ça? Alors, on part sur une licence, donc Bac+3, puis ensuite on doit passer le master. Donc c'est bien un Bac+5. Bac+5. Pour devenir prof, il faut donc passer un concours, différent d'ailleurs en fonction si vous voulez enseigner dans le primaire ou dans le secondaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des profs qui enseignent en tant que contractuels? On sait, il y a des profs qui enseignent en tant que contractuels, donc seulement sur licence. C'est possible ça? C'est tout à fait possible. On est de l'ordre de 10%, grosso modo, je n'ai pas les chiffres, hein. Mais voilà, étant donné que tous les postes du concours ne sont pas toujours pourvus, le ministère a recours à des contractuels et c'est une politique qui s'est pas mal développée ces dernières années, en effet. C'est ce qu'on appelle des vacataires. Hein. Vacataires ou contractuels. Vacataires ou contractuels. Est-ce que c'est juste finalement qu'on ne demande pas le même niveau d'études pour ces contractuels qu'aux titulaires? Juste, que vous dire, il pallie les carences du système, en réalité. Il pallie les carences du système, c'est ce que vous me dites? Oui, c'est cela. Didier Delinière, on a beaucoup parlé des maths ces dernières semaines. On l'a dit, le métier de prof de maths n'attire plus autant qu'avant. Donc,
Est-ce qu'au CAPES de maths, par exemple, on n'a pas tendance finalement à prendre des gens qui n'ont pas forcément le niveau juste pour combler ce manque de profs? Personnellement, je suis spécialiste d'éducation physique, Oui. donc j'aurais pas grand-chose à dire sur le CAPES de Vous mathématiques. êtes professeur de PS au lycée? Oui. Pour notre discipline, on n'a pas du tout le même problème puisqu'on a de nombreux candidats. On n'est pas en peine de candidats, mais bon, travaillant à l'INSPE de Montpellier, je suis en contact avec mes collègues de mathématiques. Et il est clair que ils sont en peine de trouver des candidats. Le métier n'est pas si attractif que cela financièrement, et quand on a une licence de mathématiques, on pense à d'autres voies professionnelles dans un premier temps que de devenir enseignant. C'est un problème que vous ne rencontrez pas en tant que prof de PS? C'est un métier plus attractif aujourd'hui, l'éducation physique? Non, mais en général, les étudiants qui viennent dans les facultés de STAPS, ils ont déjà le projet de devenir enseignants d'éducation physique. Alors ensuite, ils changent de voie pour la plupart parce qu'ils se rendent compte que ça va être difficile, c'est un concours national. Mais nous avons une licence pré-professionnelle, ce qui veut dire qu'à partir de la deuxième année, nos étudiants font déjà des stages en établissement scolaire. Donc voilà, ils connaissent déjà le métier, ils savent ce que c'est que des élèves, que les établissements scolaires, ce qui n'est pas le cas souvent dans les autres disciplines. C'est vrai, où on a pas mal d'étudiants qui font déjà un master disciplinaire, et puis quand ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas continuer en thèse ou ils se reconvertissent dans les métiers de l'enseignement, mais c'est quelque chose qui se fait a posteriori. C'est vrai qu'en éducation physique, bien souvent, on a des étudiants qui passent cette licence qui s'appelle éducation motricité, qui est une licence pré-professionnelle, et qui continuent donc en master MEF pour passer le concours et devenir enseignants, mais c'était leur projet depuis le départ. C'est assez exceptionnel, je pense, à l'heure actuelle dans les formations d'enseignants. Sébastien Vieille, je le disais, hein, vous êtes responsable du SNALC à la pédagogie. Vous enseignez vous-même? Oui, je suis prof d'anglais en lycée, oui. Est-ce que c'est un problème rencontré également chez les profs de langue? Non, chez les profs de langue, le problème est moins sensible que chez les profs de mathématiques que vous signaliez. Les profs de mathématiques sont... Les mathématiques sont la discipline où on a le plus gros manque à cause du manque d'attractivité du métier. Ça, c'est évident. Et ça, vous l'avez constaté auprès de vos collègues? Bien sûr, bien évidemment. Et je le constate au niveau national, le nombre de postes qui ne sont pas pourvus en mathématiques et où on est obligé de faire appel à des contractuels, où on n'a plus aucun remplacement possible parce que tous les titulaires sur zone de remplacement sont en poste à l'année, c'est assez impressionnant. Pour revenir à la formation, aujourd'hui, on peut avoir finalement n'importe quel master pour passer le concours de prof. Pourquoi est-ce que certains décident de faire un master MEEF dédié au métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation? Je pense que c'est ceux qui ont un projet déjà bien établi, comme l'a dit le collègue de PS, et qui visent à devenir enseignants depuis très tôt. Les autres peuvent se lancer dans un master disciplinaire parce qu'ils n'ont pas forcément le but de devenir enseignant au départ, et ensuite passer le concours. Ça veut dire que ça existe encore? On peut encore devenir prof par vocation? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce qu'on parle, et ça fait aussi partie de notre débat aujourd'hui, du manque d'attractivité de ce métier de prof. Moi, j'ai souvenir à l'école d'avoir eu dans ma classe 3, 4 camarades qui souhaitaient devenir prof dès le collège. Certains le sont devenus d'ailleurs. On dit qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Écoutez,
un métier qui a vu son pouvoir d'achat diminuer comme le nôtre depuis une douzaine d'années maintenant, attire de moins en moins. Et puis en plus, je dirais qu'il y a eu quand même pas mal de communication assez négative sur les enseignants depuis des années. Donc le métier ne fait pas rêver, ça c'est évident. Didier Delinière, vous êtes, vous, contre le concours, justement, après le master. Vous dites qu'il faudrait pouvoir passer le concours directement après la licence. Pourquoi ? À l'origine, le projet de la masterisation, c'était de permettre la formation des enseignants à l'université, une formation en alternance avec des stages réalisés en établissement scolaire et puis une formation universitaire qui s'appuierait sur cette expérience-là avec une formation à et par la recherche. C'était un joli projet. Très tôt, ça doit remonter à 2013 quand la réforme s'est mise en place. J'ai milité en effet pour que ce master soit exclusivement consacré à la formation professionnelle des enseignants, comme c'est le cas pour tous les masters professionnels à l'université. Et là, ça voulait dire que on ne pouvait pas polluer le master MEF avec une préparation au concours. Donc, je considérais, avec un certain nombre d'autres collègues, j'étais loin d'être tout seul à défendre ces idées-là, qu'il fallait un recrutement précoce, ce qu'on peut qualifier d'ailleurs de pré-recrutement, mais faire rentrer en master MEF des gens qui auraient déjà passé le concours, qui aurait été sans doute un concours beaucoup plus académique que celui qui est proposé à l'heure actuelle, mais qui aurait permis vraiment que les lauréats de ce concours puissent se consacrer vraiment pendant 2 années complètes à leur formation professionnelle. Bon, dans un premier temps, il y a eu une solution mixte qui a été choisie, une année de préparation au concours et une 2e année en tant que fonctionnaire stagiaire. Et puis, depuis cette année, le ministre a décidé de repousser le concours en 2e année. C'est absolument incompréhensible pour moi comme décision. Les étudiants souffrent énormément dans cette année, quoi. Ils doivent préparer le concours, ils doivent la même année faire un mémoire de recherche, ils doivent faire un stage en établissement qui est lourd et ils s'en sortent pas. Je pense à eux parce qu'ils passent les épreuves d'admissibilité du CAPEPS aujourd'hui et demain. Et on a des tas d'étudiants qui nous ont écrit en nous disant j'y crois plus, j'ai plus envie. Ça fait 5 ou 6 ans que je prépare ce concours, mais je peux plus, quoi. Il y a eu en plus la crise sanitaire qui n'a rien arrangé, avec beaucoup de cours en distanciel. Voilà, ça a été une erreur, à mon avis, stratégique complète de la part du ministère de vouloir repousser ce concours d'une année. Ça veut dire qu'il y a des tas d'étudiants qui sont actuellement chez nous en Master MEF. Ils n'auront pas tous le concours. Ils vont se retrouver avec un Master MEF qui ne leur permettra guère qu'être contractuel. Alors, vous posiez la question tout à l'heure des étudiants, enfin des gens qui pourraient devenir contractuels sur la base de leur licence. Je peux vous dire que chez nous, il y aura tellement de gens qui seront titulaires du Master MEF, mais qui n'auront pas eu le concours, qu'il faudra avoir Bac+5 pour être contractuel. C'est une évolution qui est liée à cette réforme et que je trouve absolument calamiteuse, quoi. On ne passe pas 5 années à l'université pour être contractuel, précaire au niveau de l'éducation nationale. Ça n'a aucun sens. Emma. Et justement, vous dites qu'on passe parfois 5 ans à étudier. Il y a cette question de l'enseignement, de l'université, mais il y a un gros gap aussi entre la théorie et la pratique ensuite. En fait, aujourd'hui, on peut devenir prof sans avoir jamais connu la réalité du terrain, finalement.
Oui, c'est bien pour ça que j'ai milité pour un concours précoce, de manière à ce que les titulaires de ce concours, en fin de licence, puissent réellement faire une formation en alternance, Mais est-ce qu'en fin de avec un licence, recul réflexif donné à l'université. Et là, on aurait vraiment eu une formation professionnelle. Là, on forme en fait des candidats au concours, donc une formation qui reste extrêmement théorique, avec en plus l'angoisse de ne pas plaire au correcteur. Voilà, donc on n'est pas là dans le cadre d'une formation professionnelle. Et la réforme qui a repoussé le concours à Bac+5 a fait le deuil de cette formation professionnelle, alors que c'était l'objectif à la base quand même quand les masters enseignement ont été mis en place. Vous êtes d'accord avec ça, Sébastien Vieille? Alors, je suis d'accord sur un point en tout cas. Le fait d'avoir repoussé le concours a été une erreur totale. Je vais vous emmener dans des temps immémoriaux où on passait le concours, on préparait le concours après la licence, on passait le concours et ensuite on faisait une année de stage. À cette époque-là, pendant le stage, on avait une partie de la formation qui se faisait sur le terrain et une partie qui se faisait à l'IUFM. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Tous les stagiaires que je connais adoraient la formation sur le terrain et avaient un gros problème avec ce qu'ils apprenaient à l'IUFM. Ils trouvaient ça trop formatant et ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de tout ceci. Le ministre a tout d'abord déplacé le concours à la fin de la première année du Master MEF, ce qui était déjà une erreur en soi, parce qu'on préparait un concours pendant un an, et si on l'avait, on allait en master, et là on se retrouvait avec des gens qui venaient d'autres masters et à qui il fallait adapter le parcours. C'était un vrai cirque. Donc pour simplifier la chose, passage au concours en Master 2, sauf que là, comme l'a dit le collègue, et là j'ai un autre gros point d'accord avec lui, on a des étudiants qui, en deuxième année, ne touchent plus terre. Et donc ils sont censés faire une deuxième année où ils ont de l'alternance, donc c'est-à-dire une vraie formation sur le terrain, intéressante, qui les motive, ça on le voit, mais dans le même temps, ils doivent préparer le master, préparer un mémoire, et en même temps préparer le concours. Donc c'est absolument impossible pour eux d'en profiter. Et puis je terminerai aussi sur les conséquences que ça a eu sur le concours lui-même. On avait, il y a encore quelques années, un concours qui était basé sur les compétences disciplinaires et qui faisait entrer des compétences didactiques. Aujourd'hui, la réforme du concours fait que les compétences disciplinaires sont de moins en moins importantes et on va de plus en plus vers encore une fois, un formatage pédagogique, et on a ajouté là-dedans une épreuve sur, en gros, l'évaluation de la rectitude du petit doigt sur la couture du pantalon de la part du fonctionnaire. Ça pour nous, au SNALC, c'est absolument une catastrophe. On diminue les compétences disciplinaires des enseignants, et puis après, on les formate pour qu'ils enseignent un peu tous de la même manière. Alors là, effectivement, sur ce point, vous êtes d'accord. Sur quel point est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Didier Delinière ? Écoutez, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport au Master MEF. Pour nous, et des retours que nous avons de nos collègues sur le terrain, c'est la formation sur le terrain qui apporte le plus. Maintenant, pour nous, le Master n'était pas forcément une nécessité. Avoir une année pour se former en ayant moins d'heures de cours qu'un service complet et en ayant en parallèle une possibilité d'avoir une approche réflexive sur ces pratiques par le biais de l'université, ça nous convient. Mais une année, ça aurait pu suffire. Maintenant, en effet, j'avoue que l'idée d'un concours puis du master, mais aligné sur la pratique pédagogique du terrain, peut tout à fait nous intéresser aussi. Didier Delinière, selon vous, c'est tout le système qu'il faut revoir ? Oui, encore une fois, moi j'ai une lecture qui est sans doute formatée par ma discipline, l'éducation physique, avec le fait qu'on ait déjà des licences pré-professionnelles qui sont centrées sur l'enseignement. On a beaucoup de candidats qui rêvent d'en faire leur métier, donc je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas nécessairement dans les autres disciplines. On a un concours qui n'est pas un CAPES, c'est le CAPEPS, il a sa propre histoire.
ce que le collègue dit sur la formation disciplinaire et la formation didactique. Sachez que dans le concours d'éducation physique, il y a un concours sur l'histoire du système scolaire, sur l'évolution de ses finalités, avec un retour historique et sociologique sur ce qu'est l'école. Je ne pense pas qu'on a la même chose dans les autres disciplines. On se pose beaucoup de questions, en effet, sur les finalités de l'école, sur la démocratisation du système, sur la formation citoyenne. Bon, ce sont les spécificités historiques de notre discipline. Donc, je ne suis pas persuadé que les idées que je défends puissent fonctionner dans les autres disciplines. Nous, par exemple, tous les étudiants qui passent le CAPEPS passent par le Master BEF, ce qui est assez exceptionnel, puisque je pense que dans les autres disciplines, on doit être à 50% à peu près d'étudiants qui passent par cette filière, qui chez nous est complètement normale. Donc, voilà, je ne suis pas persuadé que les idées que je défends par rapport à ma discipline et l'éducation physique, qui est liée à son histoire, puissent être adaptables aux autres disciplines, avec une trajectoire de formation complètement différente. Ouais, Emma. J'aimerais juste revenir sur la différence entre théorie et pratique. Est-ce que les profs qui réussissent le concours sont vraiment le plus à même d'enseigner? Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre pédagogie et savoir. Est-ce que toute cette logique de concours est vraiment la bonne pour devenir un bon professeur? Sébastien Vieille. De toute façon, oui, clairement. Écoutez, le concours, en réalité, permet de justifier, enfin permettait encore il y a quelques années, de justifier d'un niveau de compétence, parce que, si vous voulez, quand vous voulez pouvoir enseigner quelque chose à des élèves, il faut quand même avoir une bonne maîtrise de la chose. Maintenant, parallèlement à ça, les compétences en termes de pédagogie doivent être travaillées aussi, et le sont en préparation du concours. Ensuite, il y a toute une formation, mais il faut que vous sachiez quand même que durant la première année d'enseignement, il y a un taux de démission qui était de 3% il y a encore quelques années et qui a été en augmentation ensuite. Voilà, il y a des personnels qui s'aperçoivent qu'ils ne sont en réalité pas faits pour enseigner, que enseigner n'est pas exactement ce qu'ils souhaitaient, et ces collègues-là, démissionnent et se dirigent vers quelque chose qui leur correspond mieux. Mais globalement, ça s'acquiert, la pédagogie. Mais justement, il faut quand même un concours. Mais vous dites que ça s'acquiert, et donc qu'il faut un concours, mais il y a des contractuels qui commencent à enseigner après la licence, sans passer le concours. Oui, mais qui ensuite bénéficient d'une formation dispensée par l'institution à travers des collègues qui, eux, ont le concours et qui pratiquent la formation des contractuels et qui font aussi des visites des contractuels. Et ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas totalement lâchés dans la nature. Bien souvent, cette formation qui leur est dispensée n'est pas suffisante. Ça dépend beaucoup des académies. J'ai la chance d'être dans une académie où ça se fait très bien, mais il y a des académies où ça se passe moins bien. Mais ces personnels-là ont quand même besoin d'une vraie formation aussi. Alors justement, on parle aussi beaucoup en ce moment de la suppression du CAPES. Il se dit que ça fait même partie du futur projet pour l'éducation d'Emmanuel Macron s'il est réélu président de la République. Qu'en pensez-vous, Sébastien Vieille ? Ce serait une catastrophe absolue. Ouais. Ce serait réellement une catastrophe. Si vous voulez, la norme à l'heure actuelle reste l'obtention du concours, avec des personnes qui ont fait des études dans une certaine discipline, voire des études pluridisciplinaires aussi, pour ensuite devenir professeur dans le premier degré, dans le second degré. Donc, ils ont eu une formation pour devenir, par exemple, professeur des écoles, que n'ont pas les contractuels. Les contractuels sont obligés d'apprendre sur le tas, et cela prend un temps de maturation qui est plus grand. Donc là, non, clairement non. Ce serait une folie. Mauvaise idée. Didier Deligneur, vous êtes du même avis ? Absolument. Sur même
d'autres arguments. Je pense que la qualité de l'enseignement est directement liée à la qualité de vie des enseignants, c'est-à-dire la possibilité pour eux de se projeter, d'être dans une équipe stable, alors qu'un contractuel, bon voilà, il a un contrat, il ne sait pas s'il va travailler, s'il va continuer à travailler dans cette école, il ne sait pas pour combien de temps, il va être amené à changer d'école, il va boucher les trous. Et c'est pas comme ça que l'on construit une pratique professionnelle efficace. Il faut être dans une équipe, il faut être dans un établissement, pouvoir s'y projeter pendant quelques années, connaître ses collègues, monter des projets pédagogiques. On ne peut pas confier ça à des personnels précaires qui ne sauront pas de quoi l'année prochaine ou même le mois prochain de quoi il sera fait. On ne peut pas gérer l'éducation nationale comme une boîte d'intérim. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le problème, c'est peut-être qu'on en demande trop aux profs? On leur demande, en plus d'être formés maintenant au numérique, à la laïcité, ils sont devenus professionnels des tests Covid, le masque, tout ça, ils ont dû gérer, ça a été on le sait, très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse pression, finalement, sur leurs épaules? Je pose la question à tous les deux, là. Oui. Sébastien Vieille, si vous voulez commencer. Avant de répondre à votre question, je vais rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par le collègue. En plus de l'idée de pouvoir s'installer dans des pratiques pédagogiques avec des collègues et ce genre de choses, il ne faut pas oublier que le métier d'enseignant, au départ, c'est une profession intellectuelle. Si on a un service qui est de 18 heures devant élèves, c'est parce qu'à côté de ça, il y a toute une phase réflexive qui est nécessaire pour bâtir non seulement des cours, mais pour aussi se perfectionner dans son domaine. Donc, on a besoin de temps et d'être bien installé dans le métier. Là-dessus, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par le collègue. Maintenant, pour parler de ce qui concerne la surenchère et tout ce qui tombe sur les professeurs, en effet, vous avez pleinement raison. Mon syndicat, par exemple, milite pour l'idée qu'un enseignant, sa première mission est d'enseigner. Et d'enseigner dans sa discipline, dans le second degré, ou dans les disciplines qui lui échouent dans le premier degré. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte que, et c'est pas près de s'arrêter, on devient quasiment prof de tout. Et on le voit bien dans le schéma directeur de la formation qui est mis en place à l'heure actuelle par le ministère, où les savoirs disciplinaires, en gros, ça consiste en 2 lignes dans un tableau Excel qui en contient pas loin d'une centaine. Il va falloir devenir professeur de valeurs, les valeurs de la République, avec tout ce que ça implique. Il va falloir devenir professeur de numérique, même moi en tant que prof d'anglais, professeur de respect de la nature, de respect d'autrui. En réalité, on demande de plus en plus à l'école, dans le sens large, de pallier, encore une fois, les carences de la société. Derrière éducation nationale, écoutez, on oublie le volet enseignement et instruction. Et nous, ça nous pose réellement problème. Et malheureusement, nous manquons de temps, trop de temps malheureusement pour développer ce sujet de la formation qui est très intéressant et on aura l'occasion d'en reparler ici sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Merci beaucoup Sébastien Vieille d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable du SNALC à la pédagogie. Merci aussi à Didier Delinière, professeur à l'Université de Montpellier et puis également professeur d'éducation physique et sportive au lycée. On passe à un tout autre sujet dans un instant. Restez avec nous. Nous allons parler d'une méthode pour améliorer le niveau en orthographe des élèves et mieux accompagner les enfants atteints de dysorthographie. Son nom, Défi9. Sa créatrice sera avec nous juste après la pause. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans le Grand JT de l'éducation en compagnie de l'invité de notre deuxième partie d'émission. Il s'agit d'Anne-Marie Guignard qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Merci d'abord d'être venue nous voir. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas à côté en plus, hein, ce que vous me disiez, vous êtes à Angers. Mais vite Angers, bon.
tous les cas, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes auteur et pédagogue en orthographe. Vous avez publié plusieurs livres sur le sujet. J'en ai quelques-uns d'ailleurs à mes côtés. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez développé une méthode unique pour surmonter les difficultés en orthographe des enfants. Alors, parlez-nous d'abord de cette méthode qui a un nom, c'est la méthode Défi9, c'est ça? Oui, alors la méthode Défi9, elle est plutôt réservée aux ados, on va dire. Aux ados? Allez, fin de 5e, moi j'estime qu'en fin de 5e, on va être capable de passer ça. D'accord. Après, il n'y a aucune limite d'âge. Bon, elle est éligible au CPF pour les salariés. Donc c'est pour les ados et pour les adultes finalement. Voilà, ados, adultes. Et D'accord. puis l'orthographe autrement, donc les séries Hugo, là du coup c'est réservé, on va dire, en fin de CE2, début de CM1 jusqu'à fin de 6e, Alors, pendant la maturité. en quoi elle consiste précisément cette méthode? C'est une simplification, mais complète, déjà de la grammaire française. Je trouve qu'elle est très, très compliquée. Moi, j'étais absolument pas rentrée dans le moule de ce qu'on attendait de moi au moment de l'écriture, tant des mots d'usage que des accords. Et ça m'a fait souffrir terriblement. Et je me suis dit, bon, je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. D'abord pour moi, c'est très égoïste à la base. Et puis après, si ça fonctionne, j'en ferai profiter autant de gens que je pourrai. Et ça a été le cas, et ça a été validé, certifié par les dictionnaires Le Robert à Paris. Ouais. Et donc j'ai écrit un premier conte qui s'appelait Hugo et les rois, être et avoir. Parce qu'en fait, dans la grammaire française, c'est tout simple. Il y a 3 questions. Il est là, c'est celui-ci. Ouais, C'est le voilà. tout premier celui-là. Hein. Alors oui, il y en a même eu un tout premier. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, on est à plus de 400 ou 500 000 exemplaires vendus. C'est énorme. Alors- Et donc en fait, cette méthode, elle simplifie la grammaire en 3 questions. Et puis, moi, sur mes copies, c'était marqué « ne s'est pas relu, n'a pas fait attention ». Et ça, c'est le deuxième déclic, c'est-à-dire que si pourtant je m'étais relu même plus que les autres. Ça, c'était sur vos copies lorsque vous étiez à Voilà. l'école. Et- On va en reparler des problèmes que vous avez rencontrés à l'école, Oui. qui vous ont finalement poussé à vous intéresser Oui, aux oui. problèmes d'orthographe des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des chiffres concrets sur la proportion d'enfants qui ont de réelles difficultés en orthographe? Alors, oui, ça, en fait, on a le rapport PISA qui nous donne Oui. un certain nombre d'indications, mais moi, je vois bien que la situation s'aggrave. Donc, je dirais 35% des enfants rentrent en classe de 6e avec des difficultés en écriture, voire même en lecture, donc en compréhension de texte. Vous le constatez que le problème Oui, s'aggrave. de Hein. toute façon, oui, parce que plus ça va, plus j'ai du monde. Donc, c'est plutôt Parce que- un bon signal pour moi, parce que je me dis que je vais réparer plein Ouais. d'enfants, mais ouais, c'est pas normal. Il y a une étude de l'Éducation nationale sur les performances en orthographe des élèves en fin de primaire qui avait été publiée en 2015 et qui déjà indiquait clairement une baisse du niveau des élèves de CM2 entre 1987, 2007 et 2015. Et ça, vous l'avez constaté. Oui, et puis il y a un deuxième constat que je peux faire, c'est qu'on médicalise l'échec scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le CP, CE1, CE2 sont terminés, moi j'interviens après. On laisse le cycle de l'apprentissage se faire normalement. Donc moi je récupère plutôt des enfants de CM1, CM2 qui vont se préparer à l'entrée en 6e. Ça veut dire que votre méthode n'est pas adaptée pour les enfants plus jeunes? Si, on peut démarrer la grammaire quand on veut, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire en CM1, CM2, normalement, ils devraient écrire quasiment sans faute. C'est à ce moment-là, en général, C'est là que ça qu'on coince. commence à être Et puis alerté là où ça coince et à s'inquiéter. le plus, c'est l'entrée en 6e, parce que le prof de français, lui, là, il ne comprend pas. Pourquoi, selon vous, ces problèmes d'orthographe s'aggravent avec le temps? Qui est responsable finalement de ça? Bonne question. Le système, la vie qu'on mène Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a aussi le fait qu'on ne fasse pas attention au type de mémorisation des enfants. On voudrait que tout le monde apprenne de la même façon. Moi, je suis une grande kinesthésique, j'ai besoin de faire, FAIRE, et mes méthodes, c'est ça, fait. Un livre de lecture, moi j'ai vu des enfants lire et regarder le plafond, c'est-à-dire qu'ils avaient appris le texte par cœur. Ou alors, ça ne leur parle pas du tout. Ils ont envie d'autre chose. Voilà, les méthodes de lecture aujourd'hui sont mixtes, c'est-à-dire qu'on démarre un peu avec du syllabique et puis on termine avec du global. Donc, je pense que là, il y a un gap, en fait. Ça, ce sont les méthodes qui sont proposées Actuellement. aujourd'hui à Oui, l'école. oui. Est-ce qu'on peut expliquer précisément ce que sont ces deux méthodes, la méthode syllabique et la méthode globale? Parce qu'on en parle beaucoup, mais certains ne savent pas exactement ce que c'est. En fait, pour apprendre à lire, il y a 4 phases à passer, ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire des lettres qui vont se coller Oui. dans la tête de l'enfant. Un B, un A. On encode, on décode, ça fait bas. On balaie, banane, et on comprend, et là on dit « ah, banane ». Jusqu'ici, moi, ça va. On est sûr qu'il sait lire. Mais c'est ça la syllabique en fait. Ouais. Mais moi j'ai eu des enfants qui ont eu la syllabique et qui étaient des dysorthographiques sévères.
C'est le fait de déchiffrer, en fait, vraiment Alors, syllabe par syllabe. Il y a surtout une histoire de mémoire photographique. Moi, ma mère me disait, mais enfin, comment tu fais pour ne pas encore connaître ce mot-là? Tu l'as vu plein de fois. Et moi, ma mémoire photographique, elle est mauvaise. Cette mémoire photographique, c'est je sais retrouver ma voiture dans la rue, je sais où je suis garée. Et donc là, on demande à des enfants de photographier quantité de mots, un P, deux P, un M, deux M, le 101, ANEN. Et ça, c'est notamment la méthode globale, où là, on doit se focaliser sur le mot dans sa globalité. Exactement, c'est ça, et le comprendre. Et puis, comment je vais faire pour m'en rappeler que c'est AN et pas EN, le son AN, par exemple? Vous voyez, ça, c'est compliqué. Pourquoi la vôtre de méthode, aujourd'hui, puisque ça fait quand même quelques années qu'elle existe, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas proposée à l'école? J'ai vu 5 ministres de l'Éducation, d'accord, y compris celui qui est en poste actuellement, qui à l'époque était directeur de la DGESCO à Paris. Et pas la DGESCO, il était dans une grande école de commerce, l'ESCAC. Et donc on s'était rencontrés, ils avaient trouvé ça bien. C'est ludique, c'est efficace, il y a tout qui marche, c'est facile à mettre en place. Et non, mais de toute façon, j'irai plus. Vous avez rencontré des enseignants? Il y a des enseignants qui l'ont peut-être testé auprès d'élèves, non? Plein, beaucoup. Moi, je forme des enseignants du premier degré. Heureusement, ils ont une liberté pédagogique. Oui, c'est ça. Donc, on s'accroche à ça. Hein. Mais, donc, il y a des enseignants qui l'utilisent un petit peu quand même dans leur classe. Très peu, oui. C'est pas officialisé. Oui, c'est ça. C'est vraiment... mes bouquins sont plutôt destinés au grand public, mais je sais qu'il y a quantité d'enseignants du premier degré qui le glissent dans le fond du panier et qui le mettent en classe. Alors, justement, vos bouquins. Parlez-nous de Hugo, déjà, ce personnage qui est un peu le héros des différentes aventures que vous proposez. C'est qui Hugo? Donc Hugo, c'est ce petit garçon, c'est ça? Hugo, c'est un petit garçon qui est malheureux. Ça commence comme ça, l'histoire. Il a des zéros à répétition, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a quel âge, Hugo? En gros, Hugo doit avoir 7 ans, mais avec le Robert, on rigole parce que je pense qu'il est majeur là depuis l'année dernière, en fait. Mais il redouble, successivement pour ne pas passer trop vite au collège. Mais non, c'est une histoire d'enfant et d'une aide précieuse qui est la petite fée qui vient lui donner des petits secrets de grammaire. Elle lui présente 2 rois qui mènent la danse à être et à voir. Hein. C'est eux qui, si on ne les a pas compris, on ne peut pas passer la grammaire comme ça. Et puis, elle va l'aider aussi dans les mots d'usage. Donc là, je travaille justement sur un nouveau Hugo face aux écrans. Parce qu'on a ça aussi qui nous arrive. Un grand sujet aussi, ça. Hein. Oui, on en a longuement parlé sur ce plateau. Je suis toujours très protectrice des enfants. Je veux qu'ils réussissent. Ouais. Et donc, oui, on peut avoir des écrans, mais il faut tout limiter. Donc voilà, Mais mes méthodes, elles sont simples, elles sont rapides et efficaces. Il n'y a personne qui ne peut pas comprendre ça. Anne-Marie Guignard, vous aidez aujourd'hui des enfants qui ont des difficultés avec l'orthographe. Oui. Parce que l'orthographe, c'est ce qu'on vous essayez de m'expliquer au début, l'orthographe a longtemps été un problème pour vous, c'est ça? Oui. Moi, j'écrivais comme j'entendais. Ce qui est le cas de beaucoup d'enfants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à la lecture, lire pas si mal que ça, mais au moment où on leur met le crayon dans la main, là, et moi je le vois. Et la méthode, c'est montre-moi où tu hésites. On peut prendre une phrase toute simple. La chouette, épuisée, avait beaucoup voyagé. Chouette, on va avoir des tas de manières de l'écrire. On va avoir et plus loin puiser. Vous voyez, des choses comme ça. Tout à fait. Des mots attachés, des mots détachés, des sons ratés. Et du coup, et pourtant, il lit pas si mal. Et qu'est-ce qu'on disait de vous à ce moment-là? Nul. Nul. Puis c'était ponctué de 0, donc ça allait avec. Et vous avez longtemps cru que vous étiez dyslexique? Oui, ça c'est tombé en 69. Je suis née en 61. J'ai pas de secret pour les âges. Voilà. Oui, ma mère avait été convoquée par la maîtresse. On lui dit, écoutez, on comprend pas comment elle fonctionne. Il y a un truc qui va pas. Et c'était le début du métier. Et en fait, je sais, elle m'a pas réparé, mais en tout cas, elle m'a expliqué que ça pouvait venir de ma mémoire, puis aussi de l'envie que j'avais, parce qu'il y a tout ça dans la mémoire qui va fonctionner. Hein. L'envie qu'on a ou pas. Est-ce que j'étais prête, en fait? On a des enfants, ils ne sont pas prêts. Et donc, ça joue aussi. Mais la dyslexie, c'est vraiment un problème neuroscience, c'est-à-dire un dysfonctionnement des neurones qui fait que l'enfant ne va pas chercher dans son cerveau au bon endroit les zones de lecture ou d'écriture. Et ça va le pénaliser sur plein d'autres points. Ce que vous n'êtes pas, finalement. Pas du tout. Mais c'est à l'âge de 36 ans seulement que vous avez compris que vous étiez dysorthographique. Oui. On peut expliquer la différence entre dyslexie et dysorthographie? En fait, aujourd'hui, on associe les deux mots. Quand tu es dyslexique, donc problème neurologique, ça se voit avec une IRM, pas à l'œil nu. C'est pas la maîtresse qui peut le dire, ni l'orthophoniste. C'est une IRM. Une fois qu'on a les résultats, elle est classée légère, moyenne et sévère. Quand on est dyslexique avéré, on est forcément dysorthographie, c'est-à-dire on fait des erreurs partout.
Mais moi, dans mon bouquin, La revanche des nuls en orthographe, j'expliquais qu'il y avait aussi la dysorthographie pure. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'écrivais comme j'entendais. Ouais. Voilà, à ma façon. Comment est-ce que vous avez réalisé que vous étiez dysorthographique, donc à l'âge de 36 ans, ce que je disais tout à l'heure, c'est seulement à ce moment-là que vous avez pu régler vos problèmes d'orthographe, finalement? Alors, je les ai réglés parce qu'on m'est tombé dessus, dans le monde du travail. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'occupe aussi des salariés. C'est-à-dire que moi, en plus, j'étais retournée dans le lycée où j'avais passé mon bac. Et la directrice était licenciée de lettres modernes. Donc, un courrier qui pouvait partir aux parents d'élèves avec une faute d'orthographe, ça lui faisait faire des bons. Et là, elle m'a dit, écoutez Anne-Marie, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes brillante, intelligente, bonne commerciale, mais l'écrit. Et je faisais des fautes dans mes devis, dans mes factures, enfin bon, voilà. Et donc, elle m'a inscrite à un stage où je me suis retrouvée avec des primo-arrivants. Et là, je me suis dit, non, je suis quand même pas à ce niveau-là. Je sais lire parfaitement, mais l'écriture, ça coince. Et la personne qui était là, elle m'a dit, écoutez, c'est pas compliqué, vous allez m'aider pendant ce stage et moi, je vais dresser la liste de toutes vos erreurs. Et elle me les a classées, en fait. Les erreurs qui coûtent cher aux yeux des autres, et même encore aujourd'hui, dans un mail, par exemple, un infinitif à la place d'un EZ, c'est compliqué. Mais vous en faisiez beaucoup, des fautes dans un mail, par exemple, à l'époque? Non, mais au kilo. Au kilo? Ah oui, au kilo. Et vous vous en rendiez compte ou pas du tout? Oui, je le savais, mais bon. Saviez? Oui, je le savais. Et puis, les clients m'appelaient, en disant, Anne-Marie... Et aujourd'hui, vous n'en faites plus du tout? Ah non. Non, ou alors c'est vraiment d'inattention ou une grande fatigue, mais non. Et puis je me relis à l'envers. C'est ça la méthode en fait. Et c'est ce qu'ont aimé les dictionnaires Le Robert à Paris, c'est point, retour à la majuscule. On enlève le sens. Et du coup, on prend le mot un par un. Et vous savez qu'au bout des doigts sur un clavier, quand on tape un mail vite, c'est des points de mémorisation. Ce qui fait que quand on relit son mail dans le sens gauche-droite, on survole le truc, on l'a plus ou moins appris par cœur en fait. Et on clique sur envoyer. On imprime et là, on voit qu'il reste des erreurs. C'est un vrai facteur d'exclusion, finalement, l'orthographe, aujourd'hui, au moment du passage, notamment à l'âge adulte, lorsqu'on rentre dans le monde du travail. Oui, et puis j'aurais plein d'exemples à vous donner. Pour rentrer dans les pompiers, dans la gendarmerie, on a des tests écrits. Et j'ai regardé la dictée des pompiers de Paris. Elle est costaude, hein, cette dictée-là. Donc, des gens qui rêvent et qui sont bloqués à cause de ça. Y compris dans certains établissements d'enseignement supérieur où à 2 dossiers identiques, on va aller vérifier la fameuse lettre qui fait que voilà, on dit que c'est cette école-là que l'on veut et puis on leur redit que cette lettre-là. Lettre de motivation voilà, pour rentrer dans un établissement. Qui peut être cousue de fautes d'orthographe. Ouais. Et donc voilà, c'est un critère de sélection, mais c'est grave ça. Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi. Vous en voulez aujourd'hui à vos enseignants de l'époque, finalement, de ne pas avoir su diagnostiquer correctement votre spécificité? Non, j'ai de la rancune envers personne, en fait. J'aurais aimé qu'ils disent que j'avais une intelligence réelle et certaine, mais que je n'arrivais pas à le prouver à l'écrit. Mais par contre, à l'oral, j'étais brillante. Donc, j'ai quand même eu tous mes examens, mais au rattrapage. Ouais. C'est-à-dire que, on allait m'interroger à l'oral. Lors de l'oral, effectivement. Et aujourd'hui, je sais qu'on peut aider des élèves qui passent des brevets des collèges, et ça, avec un secrétariat d'examen. Quand la dyslexie, elle est avérée, il donne ses réponses à l'oral et quelqu'un écrit pour lui. Ce secrétariat d'examen, c'est hyper important. Si je reviens sur vos enseignants de l'époque, en première partie d'émission, on avait un débat sur la formation des profs. Est-ce que, selon vous, il faut former davantage les profs, justement, et surtout les enseignants de primaire, pour les aider à identifier ce type alors, j'ai pas envie de dire pathologie, mais de spécificité? En fait, oui, je pense qu'ils ont toujours besoin d'indications supplémentaires. Après, leur formation en tant que telle, c'est une formation de base. Ils ne sont pas prêts à avoir des enfants qui vont coller les mots les uns derrière les autres. Il y a même des professeurs des écoles qui laissent des erreurs dans les petites notes qu'ils adressent aux parents. Voilà, après, la faute d'orthographe, moi, évidemment, elle va me sauter aux yeux. Aujourd'hui, je pense que c'est toléré. Mais je pense qu'il y a besoin de remettre vraiment sur les rails, parce que pas donner à un enfant ce qu'il lui faut pour être debout sur ses pieds et relever la tête, et entre autres lire, écrire et compter. Lire, écrire, pour moi, c'est ma partie. On le laisse... moi, je ne peux pas supporter un enfant malheureux, en fait. En gros, c'est ça, mon truc. Pour finir, et ce sera ma dernière question, vous êtes réconcilié aujourd'hui avec les boîtes aux lettres? Oui. Je suis réconciliée avec les boîtes aux lettres, oui. C'était les mauvaises notes que vous receviez, c'est ça, dans votre boîte aux lettres, les zéros? Oui. Ma mère me disait, regarde ça, cette enveloppe qui vient d'arriver, ça, je l'ouvrirai quand on rentrera de vacances. Et joli clin d'œil, aujourd'hui, votre association s'appelle Plus Jamais Zéro. Voilà.
plus jamais zéro faute, voilà, on aide les enfants. Merci. Et puis, les bouquins sont faits aussi pour les parents. Merci beaucoup Anne-Marie Guignard. Je rappelle que vous êtes auteur et pédagogue en orthographe. Vous avez publié plusieurs livres sur le sujet, dont ceux qui sont ici en plateau. Oui. Hugo et les rois, être et avoir, c'était le tout premier. Il y a Hugo et les secrets de la mémoire. Il y a Hugo prend son envol également. C'est magique. C'est des livres grand public, on peut les trouver dans n'importe quelle librairie. Partout. Et Hugo, face aux écrans, ça c'est la prochaine sortie. Et Hugo face ça va aux être écrans. sympa aussi pour les parents. Et vous reviendrez pour nous en parler évidemment Avec sur plaisir. ce plateau. Merci Anne-Marie Guignard, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Et c'est le moment de retrouver Malika Ménard maintenant. Chaque semaine dans Souvenirs d'écoliers, Malika reçoit une personnalité. Et cette semaine, il s'agit d'April Benayoum. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Très bonne question. On le rappelle, vous êtes notre plus jeune invitée dans Souvenirs d'écoliers, donc celle pour qui c'est le plus frais. Pour l'école d'aujourd'hui, je connais personne de mon entourage qui peut me raconter comment ça se passe, mais moi, effectivement, j'y étais il n'y a pas très très longtemps, donc... comme ça s'est toujours très bien passé pour moi, même pour la plupart de mes amis. Après, c'est vrai que le seul inconvénient que je pourrais dire, c'est que j'ai remarqué que dans beaucoup de pays européens, l'école se terminait beaucoup plus tôt. Et c'est pas pour autant que les élèves étaient moins bons. Et je trouve que les journées sont très très chargées pour les élèves. C'est vrai que des fois je rentrais chez moi, je dormais parce que c'était des journées très intenses. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait voir une petite amélioration au niveau des horaires. Voilà. Vous avez vécu un épisode traumatisant lors de l'élection de Miss France 2021, puisque plusieurs personnes s'en sont prises à vous sur les réseaux sociaux en raison de votre appartenance religieuse. Selon une étude récente de l'IFOP, il y a 68% des personnes de confession juive qui déclarent avoir subi des moqueries et 20% avoir été victimes d'agressions physiques. À la question de savoir où ces agressions ont eu lieu, c'est 60% ont répondu à l'école. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, je voulais juste préciser quelque chose. Je n'ai jamais parlé de religion. Oui. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Entre la confession et l'identité. Ouais. Exactement. Et je ne me serais jamais permise le soir de Miss France de parler de religion parce qu'on est là pour rassembler les gens. Et malheureusement, il y a des sujets qui divisent, comme la religion, la politique. Mais par contre, moi, à l'école, je n'ai jamais subi de moqueries ou quoi que ce soit concernant mon nom de famille ou mes origines. Par contre, je sais que c'est des choses que j'ai pu voir à l'école, des personnes qui ont été discriminées de par leur couleur de peau ou autre. Et je trouve que la parole se libère de plus en plus et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut encourager ça de par les réseaux sociaux, les associations. C'est une très bonne chose. Et comment faire évoluer les mentalités à l'école, en tout cas je pense que le plus difficile, justement, c'est d'en parler et de franchir ce cap, de lever la parole. Et en fait, il faut vraiment dire aux gens qui sont concernés que ce n'est pas une honte et que ce sont des victimes. C'est pas ces personnes qui doivent avoir honte, c'est les personnes qui font subir ça. Et il faut en parler à ses parents, aux professeurs, aux personnes qui travaillent dans l'établissement, peu importe. Il faut vraiment lever ce tabou autour de la discrimination et le harcèlement parce que ça n'est plus supportable, tout simplement. Et en fait, vous, si vous aviez jamais participé à Miss France, vous n'auriez jamais été victime, vous n'aviez jamais souffert de ça ? Non, jamais. C'est pour ça que j'ai été encore plus choquée parce que ça ne m'était jamais arrivé et je l'aurais jamais pensé le soir de Miss France. On sait très bien qu'on va être critiqué, on est vu par 10 millions de personnes. Donc oui, et puis avec les réseaux sociaux, on sait que les polémiques, ça va vite. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais à ce point, non, j'aurais pas pensé. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'April Benayoum pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika Ménard et à demain pour la dernière de la semaine, toujours en compagnie d'April Benayoum. Allez, on passe au meilleur de School TV. Voici le Zap.
Quelque chose que je répète souvent aux gens, c'est qu'en fait, c'est une force qu'on a tous en nous. On a simplement parfois l'occasion de la révéler, cette force, et parfois pas. Et ce que je dis souvent aussi pour garder cet espoir, parce qu'on a tendance à se sentir accablé, et c'est normal quand on est adolescent ou jeune adulte avec un handicap, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est trop dur, c'est trop gros pour moi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il se cache toujours des belles opportunités, même dans l'adversité. Et c'est parfois dur à dire, c'est parfois dur à voir au moment où on est justement en train de traverser ce tunnel. Mais ça aussi, c'est une phrase qui m'a beaucoup portée, qui me vient de mon grand-père, qui est au-delà des nuages, le soleil brille toujours, et c'est une vérité météorologique. Après la tempête, il y a toujours à un moment donné le ciel bleu. Il faut croire en ça, et il faut croire aussi que dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'adversité, on va trouver des choses vraiment, vraiment formidables. Moi, très clairement, j'aurais pas été médaillée dans des Jeux olympiques. Voilà, si j'avais pas été à un moment donné à la rencontre du handicap, et si j'en avais pas fait une force. Je crois aussi que le handicap m'a forgée comme je suis aujourd'hui. Ça et des tas d'autres choses que j'ai vécues dans mon parcours. Donc voilà, on choisit pas ce qui nous arrive, on choisit la manière d'y réagir, et je crois qu'on a vraiment tous en nous cette force pour avancer. On commence rapidement par une définition des termes. Sciences cognitives. Alors, la cognition, c'est le terme un petit peu scientifique de l'intelligence. On peut découper l'intelligence en différents domaines, la perception, l'action, les aspects moteurs, la planification. Et donc, la cognition, c'est l'ensemble de ces différents domaines. Donc, quand je dis sciences cognitives au lieu de sciences cognitives, je me trompe depuis 2 minutes. On peut dire sciences cognitives, sciences cognitives. On a le droit. On a le droit. Ça tombe bien. Merci pour cette définition. Qu'est-ce qui change dans la tête des élèves? Qu'est-ce qui change pour les élèves quand les enseignants se préoccupent de ce qui se passe dans leur cerveau? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment les représentations. Donc, c'est-à-dire que le fait que les enseignants soient au courant de ce qui se passe dans la tête des étudiants, des élèves, à tous les niveaux, que ce soit de la maternelle, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, change la représentation dont l'élève a de ses apprentissages. Par exemple... Prenons le stress, par exemple. Alors, tout à fait. Le stress, c'est un très bon exemple. On sait que le stress est très présent à l'école, aussi bien dans les évaluations à l'écrit, aux évaluations à l'oral. Certains élèves vont souffrir du stress, ils vont moins bien réussir, perdre leurs moyens, alors que pour d'autres, ça va les pousser. Il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre face au stress. Un même élément peut être soit positif chez un élève, soit délétère chez un autre. Et ce qu'ont montré des études assez récentes, c'est que si on explique les mécanismes du stress, si on montre aux élèves que le stress, finalement, c'est un mécanisme adaptatif qui a une utilité face à des situations où on a besoin de mobiliser ses compétences, on a besoin de mobiliser son énergie, son attention sur une situation particulière, eh bien, quand on explique ces mécanismes-là aux élèves, aux étudiants, les élèves régulent mieux leur stress. Gaïo nous aide à pouvoir animer un monde et des programmes en réalité augmentée. Concrètement, ça fonctionne comment ? Alors, c'est très simple. Grâce à la petite figurine, on va la positionner... Elle est magique, en fait. Il faut vous le dire. On va la positionner devant la caméra d'un téléphone ou d'une tablette. Et en fait, dès qu'on la pose, il y a tout un monde en réalité augmentée qui vient s'ajuster à la figurine, qui s'ouvre. C'est la clé de ce monde-là, du monde de Gaïo. Et donc, en l'utilisant, on va pouvoir donc la manipuler et voir l'ensemble du monde de Gaïo via l'écran de la tablette ou du téléphone. Et là, alors, on part à la découverte suivant les enfants, ce qui les intéresse aussi. Vous êtes professeur de lettres. Quand une professeure de lettres rencontre-t-elle les sciences cognitives? Alors, je rejoins ce que disait Arnaud, c'est-à-dire que dans les tâches d'enseignement, il devient nécessaire, grâce aux derniers apports de la recherche, de savoir comment fonctionne le cerveau des élèves. Donc ça passe par la formation des enseignants et pas que des enseignants de sciences, donc même de lettres modernes, pour pouvoir former les élèves à leur propre cognition, à leur propre métacognition, et ensuite appliquer des pistes pédagogiques validées scientifiquement, notamment celles proposées par l'équipe donc de sciences-cognitives.fr de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives qui propose donc le dispositif de CogniClass.
Concrètement, le fait d'avoir une coni-classe, vous, si vous avez un exemple concret de ce que ça a pu changer pour vous comme enseignante? Alors, sur la mémorisation, parce que c'est transversal, chaque enseignant doit faire mémoriser des connaissances aux élèves. Et savoir comment fonctionne le processus de la mémorisation, c'est fondamental. Par exemple, savoir que faire relire et relire et relire la leçon, ça sera bien moins efficace que si l'élève se pose des questions et qu'il a un retour immédiat sur l'information en termes d'efficacité et d'effet de motivation aussi sur l'élève, puisqu'il aura un meilleur retour sur le temps de travail fourni, c'est fondamental. Moi, ce que j'aimerais dire, et peut-être par rapport aussi aux chiffres que vous évoquiez tout à l'heure sur le taux de chômage et sur des choses comme ça, il faut avoir en tête que la plupart des personnes en situation de handicap qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur aujourd'hui trouvent leur place assez facilement dans la société et dans l'emploi. Le plus gros facteur aujourd'hui qui est difficile, c'est celui du diplôme, parce que beaucoup de personnes en situation de handicap dans l'emploi, dans le cadre de l'entreprise, le sont plutôt suite à l'usure de la vie ou à des accidents tardifs, des accidents professionnels et autres, que des problématiques plus jeunes. C'est moins de 20% des personnes en situation de handicap qui ont un handicap qui est survenu avant l'âge de 18 ans. Donc, ça explique aussi ce taux de chômage élevé. Il n'en reste pas moins que c'est un parcours du combattant et que l'école inclusive, on n'y est pas encore complètement aujourd'hui et que souvent, et ça a été mon cas très précisément, on arrive à l'université déjà extrêmement fatigué de s'être battu pour faire valoir ses droits. Et je le disais tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, ma nièce a rencontré des problèmes pour son brevet parce que sa convocation n'était pas faite comme il fallait pour son tiers-temps, qu'elle n'a pas été convoquée à la bonne heure, qu'elle a été grondée par le proviseur du lycée du collège parce qu'elle ne se présentait pas à l'heure. Enfin, voilà, donc ça reste extrêmement difficile pour les familles, pour les jeunes eux-mêmes, et parfois ils arrivent un peu découragés, voire franchement en difficulté au moment du passage à l'université. Or, l'université, c'est la clé de l'emploi futur, le diplôme universitaire. On s'en est emparé à un moment donné, quand je dis on, c'est l'éducation nationale, des sciences cognitives, en laissant entendre qu'il pouvait y avoir des recettes. En fait, ça ne marche pas comme ça. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ce qui marche peut-être le mieux, c'est que les enseignants se saisissent de ces approches expérimentales, testent différentes idées. Les enseignants ont plein d'idées. Dans le cadre, par exemple, du DU de neuroéducation, on accueille tous les ans à peu près 80 enseignants et autres personnels de l'éducation nationale et du monde de l'éducation de manière générale. Et on voit que ce monde de l'éducation a plein d'idées, plein de projets, et avoir des idées, avoir des projets, c'est bien, ça peut s'ancrer sur des nouvelles connaissances scientifiques, mais une fois qu'on a ces idées, c'est essentiel aussi de voir si ça marche. Donc en gros, il y a 2 questions. Il y a qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, pour que ça fonctionne mieux, pour que les élèves apprennent mieux. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que ce que j'ai mis en place, ça fonctionne bien, moins bien qu'avant, ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Et justement, à rendre cette transition environnementale plus accessible, plus tangible, et il y a des médias pour ça. Ce média, c'est le vôtre, Claire Pétreau, avec les pépites vertes. On le disait, cette idée, elle est née du fait de se dire qu'à un moment, il faut réussir à parler aussi à ceux et celles qui vont faire cette transition sur les réseaux où ils se trouvent. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic ? C'était justement ce sentiment d'éco-anxiété à combattre avant tout ? Le déclic, c'était le nombre de messages d'étudiants qui m'écrivaient personnellement sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, pour me demander « Mais toi, tu travailles dans ce secteur clair de la transition écologique. Moi, ça m'intéresse, mais je n'ai aucune idée de quelles sont les opportunités de métier. Et surtout, je me mets une pression énorme pour avoir un impact le plus grand possible. Donc, est-ce que je dois aller dans un grand groupe pour transformer les industries de l'intérieur ? Est-ce que je dois créer ma start-up disruptive dans l'économie circulaire ? Est-ce que je dois travailler dans le public ? Est-ce que je dois aller dans une grande ONG, dans une petite asso ? Bref, une espèce de questionnement existentiel. Et moi, je me suis retrouvée face à ces jeunes. Je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je deviens conseillère d'orientation le soir après mon boulot, soit je lance un média et je donne la parole à des jeunes qui sont aujourd'hui dans ces postes-là pour montrer que c'est possible et qu'il y a 1001 options qui existent aujourd'hui quand on veut construire une carrière engagée.
C'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. Merci encore à Anne-Marie Guignard qui était avec nous pour parler d'orthographe avec la série des Hugo. Oui. Et on aura l'occasion de vous retrouver une prochaine fois sur ce plateau. C'était un plaisir de vous accueillir en tous les cas. Merci beaucoup. Schooltv.com pour voir ou revoir cette émission. Canal 247 sur les Freebox. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.